Bonsoir, messieurs, dames. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie également le Club Ibn Battuta ainsi que le musée Charlier pour leur accueil, pour leur invitation et leur accueil. Donc, on va essayer, ce n'est pas un cours magistral, c'est un échange, c'est une invitation en voyage à travers le temps pour un peu parler d'une thématique assez intéressante pour nous, parce qu'elle parle de notre glorieuse dynastie alawite, mais également pour parler un peu de la monnaie. La monnaie qu'on manipule, qu'on utilise pour nos besoins quotidiens, c'est toute une histoire. C'est aussi une façon de raconter l'histoire, de voyager à travers des événements et à travers des anecdotes, si on peut dire, pour raconter notre passé, mais également notre présent. Donc, et vraiment l'histoire de la monnaie sous la dynastie alawite raconte notre passé et notre présent. On va voir avec d'amples détails tout cela. Donc, je vais essayer de vous donner quelques définitions, parce que la monnaie fait partie, l'étude de l'histoire de la monnaie fait partie d'une science qui s'appelle la numismatique. C'est quoi la numismatique? En fait, la numismatique, c'est une science connexe à la science de l'histoire et à la science de l'archéologie, dont l'objectif est premièrement faciliter la datation archéologique à travers des pièces de monnaie. C'est-à-dire, si on trouve des pièces de monnaie dans un niveau archéologique, ça va nous aider à dater ce niveau archéologique, premièrement. Mais le plus important, c'est que cette datation va nous faciliter également la connaissance d'une phase et d'une période historique. Par exemple, sur une pièce de monnaie, il y a le métal. Le métal, or, argent, bronze, autres métaux. Le métal explique une source. Par exemple, les métaux en or trouvés en général au Maroc sont originaires de la région du Sahel, c'est-à-dire la région du Soudan, c'est-à-dire l'Afrique occidentale actuelle. C'est un élément d'échange, un élément d'ouverture, surtout de nos jours où les relations avec l'Afrique occidentale sont primordiaux pour nous. C'est un exemple. Il y a, en plus du métal, il y a tout ce qui est inscrit sur une pièce de monnaie. Moi, je parle de la pièce de monnaie, mais par la suite, on va voir les billets de banque. Donc, qu'est-ce qu'on inscrit sur une pièce de monnaie? Si vous prenez les pièces de monnaie que vous avez actuellement, soit en euros, soit en dirhams, il y a de l'information. Quel type d'information? Par exemple, il y a des dates, il y a des valeurs, il y a également des portraits, et il y a des citations à caractère multiple, que ce soit religieux, que ce soit politique, que ce soit social, etc. Donc la monnaie, en fait, à travers ces informations inscrites sur ce métal-là, permet de nous positionner par rapport à une période historique ou par rapport à un événement historique ou par rapport à une dynastie. On va voir par la suite des exemples concrets. Donc, c'est ça la numismatique, c'est toute la science qui parle un peu de l'histoire de la monnaie. Il y a également deux définitions que j'ai aimé vous présenter, c'est la notion du dinar et du dirham, parce qu'on va retrouver ces deux notions d'une façon très, très fréquente. On a le dirham, la monnaie nationale. On se pose la question d'où vient cette appellation de dirham. En fait, le dirham est lié au dinar. Pour nous, les historiens qui parlent de monnaie musulmane, le dinar, c'est la pièce en or, c'est la monnaie en or, à l'époque des premiers musulmans. D'où vient ce terme dinar? En fait, ce terme provient du terme latin dinarius solidus, c'est-à-dire c'était la monnaie qui était en cours chez les Byzantins. Je vais revenir sur ce point-là. Et puis le dirham, nous avons choisi ce terme de monnaie pour la monnaie marocaine à partir de 1959, mais le terme dirham, c'est un terme très ancien. Les premiers musulmans l'ont utilisé, mais il provient de la langue perse. C'est la drachme sassanide. Donc pourquoi ces deux termes? Le dirham provient de la drachme sassanide et le dinar provient du dinarius solidus romain et byzantin par la suite. Parce que, c'est important de le dire, parce que l'avènement de l'État musulman en Orient va se faire aux dépens de ces deux grands empires. L'empire byzantin qui était installé en grande partie sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et l'empire sassanide qui occupait une large partie de l'Iran actuel et de l'Irak actuel.
Donc, une fois les musulmans vont s'installer, vont créer leur propre empire, ils vont découvrir ces deux systèmes monétaires. La drachme sassanide avec un étalon en argent, argent métal, et le dinarius avec un étalon en or. Le dinarius avec un étalon en or. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ces deux étalons et vont créer ce qu'on appelle le bimétallisme. C'est-à-dire la monnaie musulmane avait deux étalons monétaires, l'or, le dinar, l'argent, le dirham. Donc ce sont deux définitions majeures qui permettent de comprendre les principales monnaies marocaines. On va retrouver par la suite le fels, qui est une unité monétaire du dirham qui était en bronze, voire également la notion du mitqal. Mitqal, c'est 10 dirhams. Je vous avance ces définitions, comme ça vous allez vous retrouver quand je vais parler des monnaies par la suite. Et on va passer directement à la dynastie chérifienne alawite. Je vous épargne toute la longue histoire depuis la haute antiquité jusqu'à l'avènement des Alaouites. Ça mérite plusieurs conférences. Donc on va se contenter de la dynastie chérifienne alaouite, c'est-à-dire XVIIe siècle, jusqu'à nos jours. La dynastie alaouite a accédé au pouvoir après une longue période d'instabilité politique suite à la dislocation du pouvoir saadien et puis la naissance de plusieurs mouvances politiques, surtout les Dilaïyin, qui vont se partager tout le territoire marocain. Et puis, donc, la dynastie alaouite, c'est une dynastie chérifienne. La notion du chérifisme va naître au Maroc à partir des Saadiens. Ça veut dire chérifien, c'est-à-dire shurafa alaouiyin. C'est-à-dire des gens qui sont descendants du prophète. Et comme vous savez tous, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire marocaine, les shérifs alaouites sont venus au Maroc vers le XIIIe siècle de notre ère. Ils sont venus d'Arabie. Ils vont s'installer dans la région du Tafilelt. La région du Tafilelt, c'est le Rachidia actuel, Ouarzazate, c'est toute cette région-là. Et cette région était connue par la fameuse ville de Sijil Messa. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire du Maroc, Sijil Messa, c'est une ville historique qui a été très célèbre au Maroc parce qu'elle contrôlait les routes de commerce à travers le Sahara. Les fameuses routes de l'or, ce qu'on appelait les routes de l'or. Pourquoi les routes de l'or? Parce que tout l'or qui était utilisé au Maroc dans la fabrication des pièces de monnaie provenait du sud du Sahara. Donc il a été transféré, tout le long du Moyen-Âge de l'époque moderne jusqu'au presque XVIIIe siècle, de la région du Mali, du Niger, du Nigeria, jusqu'au Maroc. Et tout cet or provient à la ville de Tafilet, puis il est dispersé dans le reste du Maroc, dans la ville de Sijil Messa. Donc, comme j'ai dit, les Alaouites vont trouver un pays disloqué, ruiné par les famines, par les guerres entre différentes tribus. Donc, ils vont réussir à unifier ce pays. Ça, c'est la première chose qu'ils vont réussir à faire. Ils vont un peu sauver ce pays de famine. Ils vont unifier le pays, le Maroc. Ils vont l'unifier, ils vont créer une monarchie qui existe jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'elle va le rester jusqu'à la fin du temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça, on va le voir à travers la monnaie, c'est qu'ils vont premièrement relancer l'économie, la vie économique. Pourquoi la vie économique? Parce qu'aucune stabilité ne peut être réalisée sans une économie saine et sans une monnaie forte. Là, on va retourner à la numismatique. Là, je vais vous donner un petit aperçu un peu sur la dynastie alaouite. Donc, Moulay Ali Cherif, il va être celui qui va lancer ce mouvement, cette mouvance chérifienne. Et puis son frère, son fils Moulay Mohamed, qui va avoir un règne assez éphémère. Mais le premier, vraiment, si on peut dire le fondateur de la dynastie, c'est Moulay Rachid. Moulay Rachid, et puis Moulay Ismaïl, qui est le grand sultan de cette dynastie-là, qui va vraiment instaurer les bases et la grandeur de cette dynastie-là. Puis il y aura Sidi Mohamed ben Abdullah, et puis c'est Sidi Mohamed III, Mohamed ben Abdullah. On va également parler de la monnaie sous Sidi Mohamed ben Abdullah. Et on va aller jusqu'à Moulay Hassan Ier. Moulay Hassan Ier, pourquoi? Parce qu'il y aura un certain nombre de réformes qui vont être réalisées et qui sont très importantes. Et pour ceux qui s'intéressent à la numismatique et pour les monnaies exposées également ici, plusieurs monnaies sont issues de cette phase de réforme
initié par Feu Hassan Ier. Et puis on va parler bien sûr du XXe siècle avec bien sûr Moulay Abdelaziz, Moulay Hafid, Moulay Youssef et surtout les trois derniers souverains alaouites, Mohammed V, Hassan II et notre cher souverain Mohammed VI. On va essayer de vous brasser un portrait général sur l'évolution des monnaies durant cette période historique et vous dire qu'en fait la monnaie n'aime pas les grandes révolutions, si on peut dire. La monnaie aime la continuité. Même s'il y a changement de régime, même s'il y a un changement de dynastie, même s'il y a un changement de quelque nature que ce soit, la monnaie continue. On l'a vu avec le dinar, avec le dirham, on va le voir ici, on va voir que la monnaie aime la stabilité. On va faire parler la monnaie. On n'est plus dans l'histoire, on est dans la monnaie qui va parler et qui va nous raconter cette histoire-là. Donc, comme j'ai dit, Moulay Rachid va instaurer cette monarchie et puis il va trouver un pays disloqué, un pays appauvri, amoindri par les maladies, par les guerres et il va décider de relancer la machine économique. Il ne peut y avoir de stabilité sans que l'économie ne soit saine. Donc, il va décider de créer une pièce de monnaie uniquement en argent, la mouzouna. Mouzouna, ou la blanqui, les Européens les appellent la blanqui. Mouzouna, c'est un petit qirat en argent, d'une qualité qui n'est pas extraordinaire, comme vous le voyez ici, mais cette pièce de monnaie elle ne respecte pas les poids légaux. C'est quoi les poids légaux? En 77 de l'Hégire, le calife Abdelmalek ibn Marwan, c'est un calife omeyyade, a décidé de créer la première monnaie musulmane. Donc, parce qu'à l'époque, circulaient dans le large territoire musulman deux monnaies, comme j'ai dit, la drachme sassanide et le dinarus solidus. Donc, il va créer des monnaies musulmanes, le dinar, il va lui donner un poids précis. Ce poids, le dinar en or, c'est de 4 grammes 25. Retenez ces poids parce qu'on va revenir par la suite sur ces poids-là pour vous parler de leur importance. Là, on est au 1er siècle de l'Hégire. Donc, comme j'ai dit, l'or, 4 grammes 25. Ils vont les peser d'une façon vraiment pure, avec des pièces en orge, des grains d'orge, d'une taille précise, d'un poids précis. Puis, ils vont créer des dineros, c'est-à-dire des poids en verre. À travers ces poids en verre, ils vont peser leurs pièces en or, les dinars. Et puis, il y aura le dirham. Le dirham, il était de 2 grammes 91. C'est des poids très précis, 2 grammes 91. Et donc, 4 grammes 25 pour le dinar, 2 grammes 91 pour le dirham. Et depuis, on est au 1er siècle de l'Hégire, et depuis, les civilisations, les dynasties musulmanes qui vont venir par la suite, vont respecter ce poids, en général. S'ils le peuvent, et quand ils le peuvent, c'est-à-dire quand ils ont suffisamment d'or ou d'argent, c'est-à-dire dans les époques où le pouvoir central est assez puissant pour un peu contrôler les poids de l'or et de l'argent. Parce que quand le pouvoir central n'est plus puissant, c'est-à-dire n'a pas soit le contrôle de tout son territoire, soit n'a pas les ressources suffisantes en or ou en argent, il diminue le poids, tout simplement. Donc là, on est seulement à un poids d'1 gramme 16, c'est-à-dire que les ressources n'étaient pas suffisantes. Mais cette petite monnaie assez fruste va sauver l'économie du pays. Pourquoi? Parce que ce sultan avisé va commencer à prêter cette monnaie à tous les marchands dans les principales cités impériales marocaines. Quand je parle de cités impériales, je parle de Marrakech, Fès, Rabat, Tétouan, Tanger. C'est ça les principales cités impériales. Taroudant, à l'époque, était une grande cité impériale, Oujda. Et donc, il va commencer à prêter aux commerçants locaux ces pièces-là, de petite taille, d'un petit poids, mais ces pièces-là vont sauver l'économie. C'est important de le dire, c'est-à-dire qu'une pièce de monnaie, ce n'est pas sa beauté qui compte au début, mais sa valeur économique. Parce que dans la numismatique, il y a 2 éléments qui comptent. Il y a la confiance, et ce sont des critères qu'on trouve actuellement. C'est la confiance et la valeur intrinsèque. Quand on perd confiance dans une monnaie, même aujourd'hui,
la valeur de la monnaie chute, tout simplement. Et quand la valeur intrinsèque, c'est-à-dire elle repose sur quoi? Sur une économie forte, sur un capital en or très important ou sur la puissance d'une armée, la monnaie a une grande qualité. Et donc cette petite monnaie va sauver l'économie du pays et elle va permettre de relancer la roue économique et d'enraciner la présence de cette dynastie sur le paysage politique, économique et social du Maroc. Et là, comme j'ai dit au début, l'économie saine va permettre un peu de relancer le prestige. C'est ce que va faire Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl, c'est le contemporain de Louis XIV. Et il a des histoires, beaucoup d'histoires avec Louis XIV. Il a demandé la main de la duchesse de Conti. Il avait des relations d'échange de prisonniers avec la France, notamment avec la France. C'était un souverain puissant. Il a redonné au Maroc sa puissance d'antan. Il a créé un large territoire bien ordonné, bien géré économiquement, politiquement et socialement. Et là, il va décider de redonner à la monnaie son prestige. Il va demander à ses conseillers: je veux créer une monnaie qui soit capable de concurrencer les monnaies qui sont en circulation dans la Méditerranée occidentale à l'époque. Dites-moi, il va dire ça à ses conseillers, dites-moi quelle est la monnaie la plus puissante dans le commerce méditerranéen occidental à cette époque-là. Ils vont lui dire que c'est le sequin de Venise. Venise, c'est le Bondokia actuel, la ville de Venise, vous connaissez tous la ville de Venise, était une puissance commerciale hors pair. C'était la puissance commerciale de la Méditerranée occidentale qui rivalise avec les Ottomans, avec les autres pays européens. Et donc, il va décider, et ça c'est vraiment le seul Moulay Ismaïl aurait pu décider ça, de créer une pièce de monnaie au poids du sequin de Venise. Pourquoi il va oser? Parce que le sequin de Venise avait un poids inférieur au poids légal, 4,25 grammes. Et si on touche au poids légal, qu'il n'y avait rien de légal, c'était un poids créé par les Omeyyades. Mais les gens de la science, les oulémas de l'époque, le considéraient comme un poids légal. Donc sa force, son charisme vont lui autoriser de créer le sequin, une pièce de monnaie qui s'appelle en arabe al-Bondoki. Bondoki, c'est le nom arabe de Venise, c'est-à-dire la monnaie de Venise, ou la monnaie qui ressemble à la monnaie de Venise, al-Bondoki. Et donc ce fameux Bondoki, là on est vers le début du XVIIIe siècle, on va le retrouver à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'entre vents et marées, il va perdurer et on va le retrouver dans tout le monnayage alawite jusqu'à l'avènement du Hassani. On va voir par la suite le fameux Hassani. Donc cette petite monnaie, et grâce à la force et la puissance et au prestige de Moulay Ismaïl, va vraiment créer un nouveau souffle, une nouvelle dynamique de commerce, de circulation et de prestige, parce que les monnaies d'or ne circulent pas entre les gens. C'était des monnaies de grands commerçants. Entre les gens normaux, il y a les monnaies en argent et les fels, les monnaies en bronze. Pour les monnaies en or, c'est pour le grand commerce. Et donc, pour un pays qui vise une place au sein des nations de chaque époque, il faut qu'il y ait une monnaie de prestige, une monnaie très importante, et en l'occurrence, ce fameux Bondoki. Donc le Bondoki va s'améliorer au fur et à mesure, il va perdre de poids, il va perdre encore de poids. Sous Moulay Slimane, il va être imprimé uniquement en Tétouan, à la ville de Tétouan, avec une petite rosace assez belle, mais il va diminuer de poids au fur et à mesure parce que l'or va devenir de plus en plus rare, premièrement, et deuxièmement, il y aura une grande vague de thésaurisation. Ça veut dire la thésaurisation, c'est que les gens mettent leur argent dans des jarres et les cachent dans des murs et les cachent dans des fondations. Et aujourd'hui même, lors de rénovation de Riyad à Marrakech, on découvre plusieurs trésors cachés par les gens. C'était une tradition, pas seulement au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Il y avait les bas de laine en Europe, où on mettait
on mettait l'argent. Donc c'est une tradition. Et là, on va parler de thésaurisation avec Sidi Mohamed bin Abdallah. Donc après la mort de Moulay Ismaïl, l'armée de Moulay Ismaïl, surtout une fraction composée des Bukhari, c'est l'armée noire, ils vont un peu contrôler le pouvoir, ils vont commencer à faire installer des rois éphémères, une année, quelques jours, quelques mois. Ça va durer un certain nombre d'années jusqu'à l'arrivée de Sidi Mohamed bin Abdallah, qui lui va un peu rétablir l'ordre et rendre à la monarchie sa puissance. Et là, il y a deux anecdotes importantes. Ces deux pièces de monnaie, c'est très important. On va commencer par la pièce en or qui est en bas. Pour ceux qui connaissent l'or, pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est écrit « Doriba bi Madrid », c'est-à-dire « frappé à Madrid ». Et vous allez constater que cette pièce-là, elle est régulière. C'est une pièce de monnaie régulière. Ça veut dire qu'elle est frappée par la machine. C'est la première monnaie marocaine qui a été frappée par le balancier. La machine qui a été utilisée pour la première fois à Strasbourg, en France, et puis était généralisée en Europe à partir du XVIIe siècle. Mais le Maroc, la frappe était toujours au marteau. Comment on faisait la frappe au marteau? On faisait fondre le métal, on créait des plaques, des petites plaquettes toutes minces. On avait une sorte de marteau et d'enclume où est gravé. C'est la même technique qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, il est fait par les machines. C'est-à-dire où est gravé l'avers et le revers de la pièce de monnaie. Et donc l'artisan commence à frapper sur la plaque les pièces de monnaie, puis avec une cisaille, il commence à découper les pièces de monnaie. C'est tout simple. Mais là, c'est une pièce qui a été faite à la machine. Comment? C'est que Sidi Mohamed bin Abdallah va lancer une commande auprès de l'Espagne. Il va leur demander de fabriquer des pièces de monnaie en or à la machine. C'est ce que les gens de l'époque appelaient al-matbou', le grand matbou', al-matbou' al-kabir, le grand matbou'. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, mettez-moi Doriba bi Marrakech, frappé à Marrakech, et non frappé à Madrid. Alors, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de faire frapper à Marrakech, ils vont faire frapper à Madrid, Doriba bi Madrid. Et à l'époque, c'était inconcevable de frapper des pièces de monnaie chez l'ennemi. Donc, ces pièces de monnaie ne vont jamais circuler. Ils vont être thésaurisés. Thésaurisés, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans le trésor public. Ils ne vont jamais circuler. Le grand matbou' ne va jamais circuler. Mais il va y avoir une autre commande de pièces en argent où il va être inscrit Doriba bi Marrakech. Et là, les Espagnols vont coopérer, ils vont mettre frappé à Marrakech. Mais cette pièce en argent, elle est extrêmement rare. On en trouve très rarement des exemplaires aujourd'hui. Même cette pièce en or, elle est extrêmement rare. Donc, au lieu de faire circuler ces pièces en or, il va se contenter de frapper dans plusieurs villes ces pièces en argent de 10 dirhams. 10 dirhams, c'est mitqal. Je vous ai parlé de mitqal. Mitqal, c'est 10 dirhams. C'est 29 grammes 11. Mitqal, 29 grammes 11. C'est une très belle pièce, très recherchée par les collectionneurs, très chère sur le marché des collectionneurs, extrêmement chère. Qu'est-ce qui est écrit? À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, goûtez de ce que vous thésaurisiez. فذوقوا والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذوقوا ما كنتم تكتنزون. ضرب بتطوان عام 1195. C'est la première fois on va mettre une date avec des chiffres. C'est pas une habitude, c'est la première fois en histoire marocaine qu'on va écrire une date. Et là, il y a un verset coranique parce qu'à l'époque, c'était le fléau de l'époque, la thésaurisation. Les gens, au lieu de faire circuler leur argent, ils les cachaient. Et donc, ça affectait le trésor public et bien sûr les finances publiques. Donc, ces deux pièces de monnaie sont très intéressantes pour l'histoire du Maroc, mais également pour les collectionneurs. Ce qui s'intéresse aux collections, c'est très recherché et c'est une phase importante parce qu'on s'intéresse à l'ouverture. C'est le dernier souverain qui va s'ouvrir sur l'étranger. Il va y avoir des conventions avec l'Espagne, avec la France, avec l'Angleterre, mais après,
Moulay Slimane après, c'était parce que l'intérêt des impérialistes va augmenter, donc le Maroc va se fermer. Plus de contact avec l'étranger. Le seul contact, c'était le contact avec des voyageurs, avec des peintres qui vont découvrir le pays, et là c'est un autre sujet. Et si vous passez à Rabat, vous pouvez visiter le musée de Banque El Maghrib, de la Banque centrale du Maroc, dont je suis le directeur adjoint, et vous pouvez découvrir les monnaies, mais également des œuvres d'art orientalistes de peintres voyageurs qui ont découvert le Maroc et qui l'ont retracé à travers leur imaginaire et leur impression sur ce pays, sur ses femmes, sur ses couleurs, sur ses atours. Et donc, si vous êtes à Rabat un jour, n'hésitez pas à venir visiter. Je ferme la promotion. Comme j'ai dit, la Mouzouna va rester.